Donc bonjour à tous, François Lefebvre, groupe Europe Technologies. Alors on est tous d'accord, hein, la propulsion la plus propre reste bien évidemment celle du vent et vous en savez tous quelque chose et merci pour cette super illustration. Alors effectivement, le groupe Europe Technologies, on est dans les gaz depuis une dizaine d'années. Donc j'ai piloté une structure qui était dédiée à la réparation des cuves de méthanier dans le monde entier. Et depuis 5 ans, on a introduit un second gaz au sein d'Europe Technologies, donc l'hydrogène. Donc si tu peux aller à la slide suivante. Voilà, donc quelques éléments que j'appellerais pédagogiques. D'abord, comment on produit de l'hydrogène. Alors, pour nous, la voie royale de l'hydrogène, c'est celle issue d'un électron, donc d'une électricité verte, c'est-à-dire donc d'une électricité issue des énergies renouvelables, que ce soit le vent, le soleil, la biomasse, etc. Cet électron, on va l'amener à un électrolyseur couplé à de l'eau douce. On va craquer la molécule d'eau, le H2O, que l'on apprenait à l'école. Donc le fait de craquer la molécule d'eau va libérer de l'oxygène d'un côté et va libérer de l'hydrogène que l'on va stocker. Et ensuite, on va avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que là, je crée un hydrogène que je stocke. Maintenant, si mon électron vert peut être utilisé immédiatement, bien évidemment, on chinte la partie électrolyse et on peut par exemple alimenter un circuit électrique ou des batteries. Et dans le cas où on a besoin de cette énergie à des étapes ultérieures, dans ce cas-là, on va utiliser ma pile à combustible où cette fois-ci, je vais introduire de l'hydrogène. Et cette pile à combustible va retransformer ça en énergie. Donc par rapport à la mobilité, on parle bien évidemment de mobilité terrestre, maritime, fluviale, ferroviaire, etc. etc. Dans l'habitat et pourquoi pas également, bien évidemment, dans le secteur industriel. Alors pourquoi on dit que, pour moi, ce système-là, il est vertueux. D'abord parce que cette chaîne de valeur, vous pouvez la créer sur un territoire réduit, c'est-à-dire que sur 1 km², vous pouvez très bien développer du panneau photovoltaïque, mettre l'électrolyseur dans la foulée, le stockage de l'hydrogène, la logistique de l'hydrogène, la station dans le monde maritime ou fluvial en bord à quai, et derrière l'utilisation maritime, fluviale, etc. Donc on crée des écosystèmes sur un territoire restreint, ce qui veut dire aussi que bien évidemment on s'émancipe des pays producteurs de l'OPEP ou des pays producteurs producteurs de gaz, ce qui veut dire que la valeur ajoutée reste sur le territoire, on crée des emplois locaux, on crée des filières vertueuses de formation, donc concrètement des filières d'excellence locale, et on tend vers une décarbonation que l'on peut appeler zéro émission. Ensuite, je vous ai cité un certain nombre de producteurs d'hydrogène. Alors bien évidemment, il y a les anciens énergéticiens qui se repositionnent aujourd'hui sur ce marché. Donc on peut citer les Total, les Air Liquide, les Engie, les EDF, les Hynamix, filiales d'EDF, etc. Mais on peut citer aussi pas mal de nouveaux entrants. Régionalement, on a bien évidemment Life, qui est à Bouin en Vendée. Et régionalement, on va avoir par exemple Kéros à partir du chanvre qui va produire de l'hydrogène en masse sur le territoire du Mans. Caire en Occitanie, Hafner qui a un développement très important aujourd'hui, Valorem sur la Bretagne avec un écosystème vertueux sur Saint-Brieuc, avec une disparité des prix actuellement qui va, on va dire, entre 8 € et 18 € du kilo. Quel est le point d'équilibre ? Je serais tenté de dire que, partant du principe qu'on a une valeur énergétique de l'hydrogène 3 fois supérieure à la même quantité de diesel, sur la base d'un diesel à 1,50 €, mon point d'équilibre serait autour de 4,50 €. Donc on n'y est pas encore, mais il y a une tendance malgré tout plutôt baissière avec des sites de production de plus en plus importants qui vont arriver.
Alors, deuxième petit slide pédagogique, simplement là aussi pour dédramatiser ce qu'est l'hydrogène. Une propulsion électro-hydrogène, en fait, c'est 5 briques technologiques importantes. Une première brique qui est le stockage de l'hydrogène à bord du navire et son interaction par rapport à la Terre, donc l'opération de soudage. J'en reparlerai tout à l'heure, mais aujourd'hui, il y a 2 grandes formes de stockage de l'hydrogène. Il y a l'hydrogène sous pression. Donc aujourd'hui, on va aller dans des pressions entre 250 et 900 bars à peu près. Nous, dans le domaine maritime ou fluvial, on considère qu'on peut aller sur du 250, du 350, voire du 500 bars. Une deuxième forme qui existe, c'est l'hydrogène sous forme liquide. Le GNL, on était à moins 163 degrés. L'hydrogène liquide, on passe à moins 252. Donc vous imaginez la problématique de stockage à bord, notamment des petites embarcations. Comme je le disais tout à l'heure, l'hydrogène associé à la pile à combustible va produire un courant électrique. Ce qui veut dire que derrière ma deuxième brique, ma pile à combustible. Troisième chose, c'est tout ce qui touche le domaine de la conversion de puissance, puisque à bord du navire, je vais avoir des courants faibles et des courants forts. Ensuite, je vais avoir le moteur électrique et ses arbres de transmission ou son arbre de transmission à l'hélice. Et la cinquième brique, qui pour moi est presque la plus importante, c'est tout ce qui touche le contrôle-commande. Puisque sur la partie contrôle-commande, je vais avoir 3 choses très différentes à gérer. Je vais avoir des fluides, je vais avoir de l'eau, et je vais avoir donc des fluides, du gaz, et je vais avoir des courants électriques. Et souvent, j'associe cette cinquième brique à toute la partie analyse de risque, qui est un véritable pinceau aujourd'hui, surtout que la réglementation n'est pas encore clairement définie, elle est en train seulement de voir le jour. Analyse de risque, analyse réglementaire, et bien évidemment, le but final, c'est l'autorisation de mise sur le marché. Alors, on parlait tout à l'heure du Planète Solar. Donc, dans mon équipe, j'avais le chef de projet, non pas du Planète Solar, mais le Planète Solar a été transformé à une certaine époque et réarmé à Lorient en Race for Water. Et il en est effectivement à son deuxième tour du monde. Et puis, vitrine française magnifique, celle d'Energy Observer, avec également maintenant une structure annexe qui s'appelle Energy Observer Développement, qui propose notamment des groupes électrogènes H2 et également la pile à combustible Toyota marinisée pour le secteur maritime et fluvial. Alors dans le domaine du nautisme ou dans le domaine de la plaisance fluviale, donc ça aujourd'hui c'est 3 réalisations sur lesquelles on est. Donc d'une part dans notre équipe, on a aussi quelqu'un qui en 2002 avait introduit un système de pile à combustible pour la gestion de l'énergie à bord du Branec, qui avait fait donc la course du Rhum en 2002. On livre la semaine prochaine un tout petit système de 3,5 kg avec une pile à combustible française, la société H26, couplée à 1,8 kg d'hydrogène embarqué. On est dans le cadre d'auto-certification. Et ce bateau, concrètement, fait un peu des ronds dans l'eau sur les canaux français, puisque c'est une navigation 12 passagers à la journée. Avec ce même acteur, on va faire un bateau de fluvial location à la semaine. Donc, c'est les bateaux type canal de Nantes à Brest ou canal du Midi. Cette fois-ci, on passera à 10 kW de puissance propulsive associée à 10 kg d'hydrogène embarqué. On peut citer, alors je ne les ai pas mis dans ma présentation, mais on peut citer Innova Yacht, qui est quand même une très belle prouesse dans le sud de la France. Et puis, je regardais encore en début de semaine le partenariat entre Fountaine Pajot et EODEV avec un premier catamaran intégrant une pile à combustible Rex H2.
Et on a également un sujet qui est en cours de discussion, qui est un sujet qui s'appelle Sea Bubble, qui a été repris il y a 2 ans à peu près par des nouveaux actionnaires. Et là, la difficulté, c'est un bateau, le coup de génie des bateaux volants à hydrogène. C'est surtout la difficulté du volume, du poids par rapport à un bateau dont il faut trouver un équilibre correct. Donc ça, on est plutôt sur, on va dire, des petites propulsions. Et puis ensuite, on a sous contrat aujourd'hui donc un certain nombre de bateaux de propulsion beaucoup plus importantes. Donc le sujet important pour nous, c'est celui qui est sur le golfe du Morbihan, sur lequel la partie avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, études architecturales, CAPEX, OPEX, analyses réglementaires, etc., ont été faites. Donc maintenant, on attend un go de la région Bretagne. On est sur du 300 kW avec à peu près 120 kg d'hydrogène embarqué. Les pousseurs de manœuvre, donc là on a pas mal de sujets sur le secteur parisien, pousseurs de manœuvre et pousseurs de ligne, pour lequel on atteint quand même le mégawatt de puissance propulsive. Avec la Bretagne, on est sur une étude de rétrofit de barges conchilicoles amphibies. On est sur une puissance de l'ordre de 170 kW. Donc le but est d'enlever la motorisation diesel et de le remplacer par un système propre avec l'écosystème de Saint-Brieuc et Valorem en tant que fournisseur de l'électron. Et puis, là aussi, on est sur des sujets assez intéressants d'automoteurs de 110 mètres avec 1 MW de puissance propulsive. Alors tout ça, c'est bien beau. Maintenant, il est clair que tout n'est pas maîtrisé. Et je me suis amusé un petit peu à lister quels pouvaient être les freins au déploiement actuel. Donc il est clair que les écosystèmes territoriaux, ça tombe bien, tous les territoires aujourd'hui sont en train de développer ce genre d'approche territoriale, que ce soit sur l'axe Loire, l'estuaire de la Loire, et un petit peu partout. Oui. Donc un petit peu partout, on a ce genre d'approche. La réglementation et la certification. Donc ça, c'est vraiment le gros pavé actuel pour lequel, bien évidemment, des acteurs comme France Hydrogène, des acteurs comme les sociétés de classification travaillent pour écrire ce que seront les réglementations de demain. Un nombre très limité de fabricants de piles à combustible. Il faut savoir qu'il y a 160 fabricants de piles à combustible sur la planète. 50% sont évidemment chinois. Il y en a aujourd'hui, on va dire, moins de 10 qui sont en capacité d'aller vers le milieu maritime et fluvial, simplement parce qu'on est bien évidemment en univers salin, univers de choc, univers vibratoire, phénomène d'accélération. Maintenant, en alternative à la pile à combustible, se développe aussi, et beaucoup de recherches sont en cours sur la transformation de moteurs à combustion diesel pour les rendre à combustion hydrogène, avec tous les soucis que ça génère. Le volume du stockage, je vous ai mis un petit peu ici le ratio une unité diesel sous forme compressée, c'est 9 fois plus de volume, tout en rappelant malgré tout que la valeur énergétique est aussi 3 fois plus puissante. Voilà, l'approvisionnement. Donc là, de plus en plus, les territoires cherchent aussi à mailler les territoires. Et puis, le problème du chat qui se mord la queue. Nous, on avait cette même problématique d'approvisionner nos unités prototypes. Et de ce fait-là, sur fonds propres, on a développé le MAI 500, c'est-à-dire en fait un container 20 pieds comportant 450 kg d'hydrogène à une pression de 500 bars. Deux gros avantages à ce container. Sur un camion plateau, en une seule fois, vous transportez 900 kg d'hydrogène. Un tube trailer, c'est 250 à 300 kg. Deuxième chose, si on accouple le MAI 500 à une distributrice,
ça devient une station-service. Et vous avez l'exemple ici de l'aménagement de la zone de la Turballe, où concrètement, Charrier TP a rétrofité un tracteur John Deere avec une pile à combustible. Il lui fallait du carburant sur site. Et donc, on a développé pour Charrier, ça a été vraiment notre galop d'essai, ce container accouplé à une distributrice. Et puis, simplement, ce container est capable d'approvisionner à suivre 80 voitures, 40 bus, etc., etc. Ok, on va s'arrêter là. Très bien. Je vais me lancer dans la première question. On n'a pas parlé coût. Est-ce que tu peux nous donner certains indicateurs en termes de coût d'équipement? On a parlé tout à l'heure du coût du carburant lui-même. Voilà, est-ce que tu peux nous communiquer quelques chiffres? Alors, on a des sujets comme des navires à passagers ou des pousseurs de manœuvre. Le navire prototype coûte environ 2,5 fois plus cher qu'un bateau conventionnel. Par contre, on a fait des études assez poussées en CAPEX, OPEX et TCO. On va dire qu'au quatrième, on arrive à un surcoût de l'ordre de 15%. Ce 15% ne tenant pas compte de l'évolution du prix du pétrole que personne ne connaît. Et d'autre part, l'incidence qui sera non négligeable dans les années qui viennent, qui est tout simplement la taxation sur la tonne de CO2 émise. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Maintenant, je vous donnerai simplement un ordre de grandeur. Sur le projet Ilias, quand on avait consulté les fournisseurs pour des piles à combustible, donc ça remonte à 3 ans et demi à peu près, on était à peu près sur du 1,5 million sur une pile à combustible de 500 kg. Aujourd'hui, on est tombé à moins de 750 en seulement 3 ans. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une tendance baissière qui va s'accélérer à partir du moment où il y aura un certain volume. Merci. 2 questions de mon côté. La première, c'est côté réglementation. Quand on met dans un conteneur autant de kilos d'hydrogène, comment ça se passe au niveau réglementation? Est-ce qu'il y a déjà des normes et des lois qui peuvent réglementer cet usage? Et la deuxième question, c'est sur la partie hydrogène. Je pense que ça demande beaucoup d'énergie pour produire l'hydrogène. Et comment vous produisez l'hydrogène? Est-ce que c'est à partir d'énergie verte? Comment c'est fait aujourd'hui? Et quel est le paysage, pas forcément de votre entreprise uniquement, mais mondial d'une manière générale? Le paysage mondial, pour moi, c'est logique si on parle effectivement d'électrons verts. Donc, un électron vert a un intérêt à double effet, c'est-à-dire s'il est consommé tout de suite. C'est-à-dire du panneau photovoltaïque, vous alimentez directement votre habitation, c'est parfait. Bon, la problématique des énergies renouvelables, c'est que par définition, ce sont des énergies intermittentes. Et cette intermittente, comment vous la gérez? Concrètement, l'une des meilleures solutions, c'est de le transformer en hydrogène, de le stocker à un moment donné et de le restituer sous forme d'énergie électrique via la pile à combustible. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, on est sur le transport des matériaux dangereux, pour lequel aujourd'hui il y a une contrainte supérieure à 1 tonne. L'Europe est en train de discuter pour faire évoluer cette réglementation vers 3 tonnes ou 5 tonnes. Toujours est-il que pour le moment, on est sur le transport des matériaux dangereux inférieur à 1 tonne. Et dans ce cas-là, on nous demande une certification ADR, c'est-à-dire transport de matières dangereuses par route. Et donc nous, c'est cette certification que l'on a visée. Très bien. On va s'arrêter là-dessus. Merci François. On peut l'applaudir. Et le territoire de Nantes a la chance d'avoir un passeur à hydrogène depuis désormais quelques années. Et on va pouvoir compléter finalement cette présentation par la vue de l'exploitant. Bonjour à tous. Donc moi je suis Raphaël Lecoq, je suis chef de projet à la Sémitane. Voilà. La Sémitane, pour ceux qui sont du territoire, vous nous connaissez forcément. On est l'opérateur de transport en commun de la ville de l'agglomération nantaise. Donc nous, on est une société qui est étroitement liée à Nantes Métropole. On est en délégation de service public. Et en fait, nous, donc, on est un transporteur majoritairement terrestre. Mais notre métier premier, quand même, c'est de consommer du carburant pour assurer la mission de transport. Donc je l'avais décrit un petit peu ici. Vous voyez un peu notre secteur d'activité. Donc c'est principalement du tramway, du busway, du bus.
et un peu plus marginalement du transport fluvial, donc avec deux liaisons qui ne sont pas très loin à côté sur la Loire et une liaison sur l'Erdre, un passeur qu'on va voir juste après, qui a fait donc l'objet d'une expérimentation. Donc historiquement, hein, pour rappeler un petit peu le contexte, parce que ce projet a une petite singularité, c'est qu'il a quand même beaucoup d'antériorité. C'est un projet qui donc est commencé à être pensé en 2012. Donc 2012, ça fait plus de 10 ans maintenant. Donc en matière d'hydrogène un peu industriel, c'était quand même un petit peu l'âge de pierre. Et donc du coup, on avait répondu à un appel à projet qui s'appelait l'appel à projet TITEC de l'ADEME. Donc dans lequel on avait un porteur de projet qui était la mission hydrogène, donc dont l'objet était de faire un bateau de transport de passagers en conditions réelles d'exploitation. Hein, c'était un vrai bateau qui allait vraiment servir tous les jours, sur le territoire nantais. Donc je vous ai remis ici un petit peu les membres du consortium. Donc on avait la mission hydrogène, on avait donc nous étions uniquement l'exploitant. Hein. C'est-à-dire que nous, on nous mettait un bateau à disposition, quelle que soit sa technologie. On mettait un pilote dedans et puis il faisait la traversée, c'était tout. Donc on avait ça, on avait Ruban Bleu le constructeur, on avait une université, ce qu'on avait donc développé une petite étude d'acceptation sociétale. Parce que voilà, on voulait aussi un petit peu mesurer. Il faut rappeler qu'on était en 2012 quand même. Hein, ce que ça signifiait pour les gens, nos clients, de prendre un bateau hydrogène, c'était quand même beaucoup moins commun que ça ne l'est aujourd'hui. Et puis donc Chip Studio, l'architecte, Bureau Veritas pour l'assertif, et puis Matisse Technologies qui avait porté un peu d'intégration. Donc l'objet de l'expérimentation, c'était 2 ans, 2 ans d'exploitation de ce bateau. Donc avec une propulsion hybride, électrique hydrogène. François l'a un peu dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'un bateau n'est jamais que hydrogène. Il y a toujours un petit peu de batterie, en tout cas sur de la pile à combustible. Et donc voilà, 2 ans d'expérimentation, c'est long et c'est pas long, on va le voir. Forcément une infra de recharge. Voilà, il faut bien avitailler le bateau à un moment. Donc dans le projet, on avait une station de rechargement qui était dédiée. Et puis donc voilà, l'enquête d'acceptation, j'en ai parlé. Je vais aller assez vite de toute façon là-dessus. Donc le bateau, le voici. Donc c'est un petit catamaran, un aluminium qui fait 10 mètres de long, à peine 4 de large, 12 passagers. Et donc il est, pour ceux qui connaissent, il est au nord de Nantes sur l'Erdre. Il fait la liaison entre les facs et le quartier de Port-Boyer. Donc il venait, juste pour la petite histoire, il venait en remplacement en fait d'un bateau qui était historique, qu'on a depuis 1995, donc qui était en fin de vie, un bateau qui était déjà électrique. Et donc il venait remplacer ce bateau vieillissant. Donc le voilà, on le voit ici à gauche sur son lieu d'exploitation. Donc on a le ponton de Port-Boyer qui est à gauche là. Et on aperçoit la borne de recharge ici. En fait, dans le totem, là, on ouvre, il y a une porte, on ouvre, on a un flexible qu'on vient recharger directement sur le bateau. Et à droite, vous avez le module de compression, stockage, haute pression pour ravitailler le bateau. Donc, une des particularités, donc la station en elle-même n'est pas très, très innovante, hein, ça existe un peu partout. La particularité qu'on avait, c'est que ça faisait vraiment partie des premières stations pour des bateaux. Donc on a une distance d'à peu près 40 mètres entre la station et le ponton. Et forcément, il y a un peu de souplesse avec des flexibles sur les passerelles pour accepter les niveaux différents de hauteur du ponton. Bon, un petit rappel, hein, le bateau a été présenté en juin 2017 aux journées donc ça s'appelait encore l'AFIPAC à l'époque, c'était maintenant France Hydrogène. Bon, le bateau était fini, il n'était pas encore fonctionnel, mais voilà, on avait eu un peu de pression pour que ces journées qui sont quand même nationales se tenaient à Nantes pour qu'on puisse présenter le bateau. Et donc en avril 2018, on a commencé les premiers essais de navigation. Donc on a eu le certificat de bateau, hein, tout simplement. Donc on a pu commencer à faire naviguer le bateau avec du monde à bord. Donc c'était le début de l'expérimentation, début de la navigation. Et en août 2019, on a inauguré le bateau. Donc on a vraiment concrètement débuté l'expérimentation, donc de 2 ans à ce moment-là. Bon, moi je suis pas là pour vous dire que ça a été super, que ça marche, faut y aller, faut acheter que ça, c'est génial. Non vraiment, on était un terrain de jeu en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on nous a mis un bateau, on a participé à l'élaboration de ce bateau, on l'a essayé. Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Enfin, notre objectif n'est pas essayer de promouvoir ou de quoi que ce soit.
Donc on a eu énormément de soucis de fonctionnement, hein. Je l'indiquais dans les slides. Principalement dû au système hydrogène, on va pas se mentir, mais pas que. Il y a eu quelques erreurs de conception dans la chaîne énergétique du bateau. Donc voilà. Et encore une fois, nous, c'est là où quelque part l'expérimentation était peut-être mal ajustée. C'est un des retours d'expérience qu'on verra après, mais c'est que nous, le bateau, il remplit un service public. Donc nous, le matin, on a un client qui vient, il vient à Port-Bouillet, il a besoin d'aller au FAC. Il compte sur le bateau et s'il arrive et puis qu'il n'y a pas de bateau, il fait le tour. Enfin, c'est l'horreur. Pour nous, c'est pas possible. Donc nous, on avait quand même un objectif de résultat qui était très élevé. Et donc en juillet 2021, donc les 2 ans sont échus, on arrête l'expérimentation, c'est comme ça que c'était prévu. Et donc on doit en tirer un retour d'expérience et un bilan. Bon, j'ai mis 3 éléments, c'est subjectif, hein. Il y aurait plein de choses à dire. Globalement, le premier point, je l'ai dit un peu tout à l'heure, nous, on remplit une mission de service public. On n'a pas le choix que le bateau doit marcher. C'est pas vraiment une condition. Or là, on a quand même démarré ce projet donc en 2012. On a commencé les conceptions en 2014-2015. À l'époque où j'estime que le TRL, donc le TRL, c'est le taux de maturité technologique, donc ça va de 1 à 9. Il était de l'ordre de 4 à cette époque-là. Bon, à ce moment, on a commandé un bateau avec un TRL de 4. On voulait qu'il fasse un service. Donc j'ai remis les éléments, hein. Ce passeur, je ne l'ai pas indiqué en début de présentation. Ce passeur, il navigue 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc du lundi au dimanche et tout. Donc avec le recul, c'était quand même un peu ambitieux de se dire on va prendre un truc qui marche sur étagère et on va le faire marcher tous les jours, 12 heures par jour. Donc voilà, ça c'était un petit peu compliqué. Je l'ai juste rappelé en filigrane tout à l'heure, mais j'insiste un peu plus là-dessus. Encore une fois, on avait un bateau qu'on expérimentait, qui était un peu neuf, un peu jeune, qui était un peu très même innovant. Bon, on avait un bateau de réserve qui, pour le coup, lui, était vieillissant, était en fin de vie. On s'était dit, on va le remplacer par ce bateau hydrogène. On aurait dû sécuriser sans doute un peu plus cet aspect-là, parce que il s'était avéré qu'on a eu des cas où les 2 bateaux étaient en panne et on a interrompu le service. Donc ça, pour nous, c'est vraiment le pire des cas. Et puis le dernier point, celui-là, je l'ai mis en dernier, mais c'est pas le moins important. C'est que voilà, aujourd'hui, j'ai mis comme ça service support local. On n'avait pas vraiment de service de maintenance, de service de voilà, et du coup, ça a été pour nous pénalisant. Sur la durée de l'expérimentation des 2 ans, on n'a pas eu 50 pannes non plus, mais on a eu des pannes qui ont été très longues à résoudre, faute de compétences et de connaissances sur site, sur place. Donc ça, c'était si demain on devait prolonger cette expérimentation, c'est certainement un des critères sur lesquels on serait sensible. Bon voilà, prolongation d'expérimentation. Donc ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'on est en 2021, on a fait nos 2 années d'expérimentation, on tire le bilan, donc je vous ai mis les éléments principaux de ce qu'on avait pu retenir comme enseignement. On se dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on arrête tout, est-ce qu'on met le bateau à la casse, est-ce qu'on recommence, est-ce que voilà. C'est des vraies questions qu'on s'est posées conjointement avec la métropole. Et on a pris la décision, donc avec la métropole, de racheter le bateau. Donc le bateau qui était le fruit du consortium, hein, je le rappelle, a été racheté par la Semitane. Et on a souhaité donc prolonger cette expérimentation, donc toujours hydrogène, mais avec la conviction qu'en s'organisant mieux, en sécurisant certains aspects, on arriverait à une conclusion qui serait certainement bien meilleure que celle qu'on a pu avoir. Donc on a fait un marché, un appel d'offres, donc avec un prestataire qui allait opérer sur ces deux aspects. Donc c'est Naviwatt qui a remporté cet appel d'offres. Et donc l'avenir de ce bateau se déroule donc en 2 temps. Le premier étant une consolidation de la chaîne énergétique électrique. Ça veut dire que, dit autrement, c'est on sécurise le bateau, c'est-à-dire il marche. On fait un bateau qui fonctionne. On ne fait pas un bateau qui, de temps en temps, est là et de temps en temps est en panne. On fait un bateau qui fonctionne. Et le deuxième aspect, donc c'est faut le voir en termes de couche, hein, l'aspect supérieur, c'est un rétrofit complet de la partie hydrogène, parce que
On pense qu'il y a un intérêt à tester l'hydrogène sur ce bateau. Et on pense que, moyennant certains ajustements qui ne sont pas non plus énormes, on devrait vraiment avoir une conclusion qui serait différente. Donc on est reparti là-dessus. Donc là aujourd'hui, j'ai pas mis de photo, je pense, mais aujourd'hui on a le bateau qui donc fonctionne en 100% électrique. C'est le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai mis ? Ouais, c'est ça. Et donc du coup, il est 100% électrique. Il fonctionne depuis presque un an et demi maintenant. Donc dans cette configuration. Et là, on est en fin d'étude sur l'aspect renouvellement, reconception de la partie hydrogène. Donc on a repris de zéro, hein. On a recommencé, on a pris feuille blanche, on a recommencé depuis le début, donc avec Symbio qui nous suit là-dessus. Et aujourd'hui, pour vous donner des éléments de timing, on entre en phase là d'homologation. Parce que François, tu l'as indiqué, il y a aujourd'hui, donc il est en registre fluvial, hein, le bateau. Hein. Je l'ai peut-être précisé, mais c'est un peu logique. Et aujourd'hui, on n'a pas de réglementation fluviale qui détermine la manière dont on intègre un système hydrogène. Donc, s'il n'y a pas de réglementation, c'est interdit. Donc, pour déroger à l'interdiction, il faut monter un groupe de travail, un comité technique et tout ça. Donc, c'est une procédure qui est un peu longue, qui est un peu copieuse, et dans laquelle on entre tout juste. Donc voilà, c'était les éléments qu'on voulait vous partager sur le Navibus. Encore une fois, je conclurai là-dessus. Hein. Nous, on n'a pas vocation à promouvoir la filière. On n'a pas vocation à dire que ça marche ou que ça ne marche pas. Nous, on a été pour la métropole parce que je ne l'ai peut-être pas assez incité là-dessus tout à l'heure. On est un gros consommateur de carburant. Donc demain, ça veut dire que si on doit s'affranchir des énergies fossiles pour une raison ou pour une autre, il faut qu'on puisse avoir, nous, des éléments pour savoir si l'hydrogène, c'est une voie qui est viable, qui est intéressante, qui est pertinente, ou d'autres. Donc c'est vraiment en ce sens que nous, on a porté cette expérimentation. Très bien. Merci en tout cas pour la transparence de ce retour.